Bonsoir, donc je vous propose que nous commencions. Euh, je me présente, je suis Claire Fernandez, je suis la coordinatrice du projet Discover Our Europe. Discover Our Europe, c'est un colloque qui a démarré hier et qui se poursuit jusqu'à demain, qui aborde diverses thématiques liées aux questions européennes. C'est aussi un projet européen cofinancé par le programme Europe pour les citoyens, qui rassemble 8 partenaires de 7 pays européens. Donc, nous sommes huit partenaires animés par la même ambition, celle de dépasser les idées reçues et préconçues sur l'Europe et en offrant l'opportunité aux citoyens européens d'acquérir de nouvelles connaissances sur l'Union européenne. Voici toute l'ambition du projet. Donc, nous sommes 8 partenaires. Alors, nous avons dans le consortium la Fondation du Savoir de Hongrie, l'association CICIA de Roumanie, l'association DRP-DNM de Slovénie, la municipalité de Pejeia à Chypre. CCI in Romania, the town of Pejeia in Cyprus, Cyber Voluntaries in Spain, Sovoyem in Portugal, and Eurocircle from France, in Marseille. The conference is being interpreted into English so that all participants can really fully participate and be involved in the conference. We are really happy to welcome Stéphane Arnaud, who is a lawyer. He also represents Team Europe, that is a group of lawyers funded by the European Commission to speak about European-related issues, and you're going to speak about the rule of law in Europe. Thanks a lot, Claire, and thanks a lot, everyone. Yes, I joined the Team Europe network of the European Commission. I would like to thank CBE Luberon and Rhône-Alpes region, because I have the opportunity to speak about a really topical issue, that is the rule of law in Europe and the rule of law. And so the rule of law in Europe. It is a really topical issue, as I said, considering the current circumstances and situation in different European countries. It is a topic related to values, the perception of values as discussed and prescribed by the treaties. Why? Because the building of Europe has gradually integrated democratic values in the rule of law. And this rule of law, the notion of the rule of law, has been included in 2009, the Treaty of Lisbon. I am not going to read the specific article, but in a nutshell, what does it say? It says that the values of Europe are democracy, rule of law, respect of human rights, freedom, and these values that are the basis of Europe are common values for all member states. In a society that is characterized by pluralism, fair opportunities, equal opportunities between men and women, equality, justice, and freedom, So these values result from a political tradition, from the history dating back to the age of Enlightenment, the 18th century, dating back to the 18th century. And these values are also linked to the Declaration of Man and Citizen, especially this notion of the rule of law that deserves being connected to the notion of human rights. So the rule of law and human rights.
So the lack of respect of human rights in relation with the rule of law has an impact, such as the limited power to take initiative. There is no possibility to fight against the lack of freedom. And the most important norm is that people need to have, citizens need to have the opportunity to react against unfair decisions and unfair acts. This is related to natural laws that are holy. They cannot be disrespected. They need to be respected. Our history, dating back to the Second World War, taught us that limits need to be set against arbitration of political decisions in order to have to be united, to fight against totalitarian regimes. These mechanisms enable each state to ensure the effectiveness of rights, human rights in particular. This rule of law can be found, well, it is a bit complicated because we are speaking about complicated issues, but I'm trying to simplify it. We can find it in the Declaration of Man and Citizen. We can find this rule of law in this charter, also in the Universal Declaration of Human Rights, also in the Council of Europe, in the European Convention on the Rights of Man and Human Rights and of Men and Citizens. The Council of Europe is not an EU institution. And then there is the European Court for Human Rights as well, whose right is protect human rights. In the construction of the European Union at the beginning, these values were not central because the EU, the European Economic Community, and then the European Union focused more on economic issues and not really on rights. And when I speak about human rights, all these issues are really based on interpretation by the founders, based on mutual acknowledgement. And so the need emerged to protect human rights. For example, you can find some other sources in the Treaty on the Mechanism of the EU, speaking about democracy, freedom, and rule of law. In the construction of the jurisdiction of the EU, a decision was made in 1987. It is called Le Vert jurisdiction. At the time, the European Union Court, that then was turned into the Court of Justice of the European Union. It said that the European Economic Community was based on rule of law. And so as a result, all the values, everything should be based on the treaty. I do not want to go really into detail into the articles, specific articles. But what I would like to tell you is that rule of law has not been defined until December 2020.
because at that time there were some legal cases that imposed to adopt a regulation. I'm going to give you more details later. But what I would like to tell you about the rule of law, it means that everyone can really has access to judges because and thanks to the European legislation. There are 5 main pillars, for example, concerning the rule of law that has so I will do some terminology considerations. Then I will speak about the different rights. And then the third pillar, I will speak about the different monitoring procedures to check the respect of rule of law. Then I will be speaking about sanctions. And finally, as a conclusion, I will address the topic of paradox of non-joining of the EU to the Convention of Human Rights, because this lack of joining, the fact that the EU did not join this convention, raised some questions. But there are some explanations. But let's start with the first point, the first pillar, the first part of my speech. That is the prominence of law. So I will also be speaking about some terminological issues. Rule of law, as I said, is a global situation. It means that you need to write the word state with the big S. But it especially means that a state has an area, population, and sovereignty. This notion of rule of law is not easy to handle because it raises questions. If you compare it to the notion of rule of law, because in French you say état de droit, while in English, when you say rule of law is much more relevant because the notion of rule of law doesn't leave any space to there are no doubts about the prominence of law, because it means that you need to respect law, while when you say it in French, état de droit, you have the notion is less is different because prominence is given to law rather than right, and this difference has some repercussions because état de droit means that law is submitted to rights, namely fundamental rights. The prominence of the notion of right. So, as I said, it is hard to find a right translation for état de droit, creates a problem and raises problems inconsistent when we participate to discussions among different countries. So what leverage should we use to give more value to one principle rather than another? So that is why there are some ontological definitions, ontological problems in the definition of the notion of état de droit. I'm not changing the topic.
But I would like to refer to Mr. Spanong, who is the president of the Court of Justice. He said État de droit is a principle made of 3 dimensions, one that is organic, then functional, and a third dimension that is material. The first one means that there is a separation of powers. Secondly, the principle of non-retroactivity, equality, and legal security, the right to have access to justice. And it means that the judge needs to reply to requests. And then there is a third dimension that is functional, but also a third dimension is material. It means that all the different types of laws are included, separation of laws, etc., and so on and so forth. And now, second point of my presentation, there is this discussion about the perception of état de droit, so the different perception that they have in the way in which values need to be implemented, especially concerning the union of rights. For the EU, état de droit means that the EU is based on the union of rights. So it means that there is a mutual trust, especially among the different judges. It means that they acknowledge each other. And so as a result, they can consider themselves as a union of different states. So in a consistent union of rights, it means that citizens can apply, can go to court, and a citizen can really make sure that his or her rights are respected and react against decisions that are considered unfair. So if he or her or she thinks that national rules are in contrast with European laws, the citizen can go to court, even though the process is a bit complicated. So État de droit is really at the basis of this mutual trust existing among judges. Le terme ne me vient pas et je m'en excuse. I'm looking for the right word, actually. Well, it would be too much to speak about a federation of states. The Court of Justice made a decision speaking about the importance to go back to the most important norm. So it means that citizens have the opportunity to contest decision. For example, the Cadi action. And then there were other situations. For example, the Council made a decision that was also discussed and in some cases cancelled by the court, European Court. So citizens can go to court, and the judge can make a decision if a norm has been violated. We find other examples in other countries, for instance, in the States, and we are not going to look into that, but
you need to know that the Court of Justice of the European Union has constituted an authority, it constructed its constitutional identity around this complete system of recourse to justice. Now, on this notion, we will talk about on this notion of appeal. We do not have to be blind or ignorant. This mutual trust is not a blind trust. The member states are, of course, respect the European Union laws. They have to protect the fundamental rights, but they also have to respect the provisions of the European Convention of Human Rights. On these points, national judges will use several ways, several means of control, abstract or concrete ones, and verify if in an abstract way the state that is, for instance, implementing a European mandate, the European judge that has to implement to use this arrest system, he has to see if there is a risk he has to proceed to this arrest warrant if he has to see if there is a systematic risk, and concretely he has to verify if the receiver of this European arrest warrant is aware of the risk, if there are any kind of risk, the risk to attain to his identity, and that if to consider if it goes against his human rights. As I was saying before, the definition of rule of law is taken into court here, the respect of these values from the member states, and also the mechanisms allowing to control the respect of this rule of law. I am really sorry, but I will be under obligation to explain a little bit, to give you a little bit of a list of the different mechanisms implemented. So for these mechanisms, you have the Agency for Fundamental Rights in the European Union. So this is the first line. Then you have the Justice Dashboard, which is implemented in the European semester. The mechanism of cooperation and verification that concerns still Romania and Hungary, in the European Parliament, and then we will talk swiftly about the European Union reinforcing the rule of law. So see the dialogue and the activation of this tool, which is more pertinent, especially for Poland, because it's the only country for the moment that has implemented this mechanism. I will talk about decision in court about Poland and Hungary that used a measure imposed by the European Union recently. The Agency for Fundamental Rights of the European Union is in Vienna. It was created in 2016, and maybe you've heard about this. It is followed by the Observatory of Racist Crimes,
racial crimes and so on of the European Union. And this agency has a consulting role, and I am opening the Pandora's box because I'm explained since before the necessity of right, the possibility for people to contest, to challenge the norms that are imposed by European Union. And you will see throughout my explanation that all the tools available are only tools, consultation tools, sorry, which means on the reality of the existence of a crime against human rights. These tools are not useful, but there has been an advancement on a European level that starts to be implemented. Now, to go back to this agency created in 2007 as with a consulting role, it issues and publishes an annual report on the questions pertinent to human rights, the actions, underlines the good practices in several countries, assess research, and publishes on the annual reports, as I said previously. And recently it published a report 10 years after the previous one on this chart. It issued a manual for immigration and crossing the borders and all matters concerning the infringement of human rights. It can also support a national institution and international institution for the defense of human rights, and in doing that, assess the application of certain measures, assess if new regulations are created in the respect of human rights, especially with the GDPR right now, and with all the virtual chapter of our lives, let's say. Is not the Council of the European Union, is something completely different. European Union on the one side and Council of Europe on the other side, but you have some best practices exchange, some intellectual collaboration, allowing to think about all topics related to the defense of human rights. The partners of these agency are a European institution or institution by the Council of Europe can ask for an advice, but this agency is also free to give its advice freely without having been asked. The question that has been asked recently, because the European Commission is the guardian of the treaties, so the European Commission has a really important role in the functioning of this agency. And the question that we see lately is the question of the mandate given to this agency, that wouldn't be anymore a consultation mandate, but should be revised and give more operational powers and more effective powers in the follow-up of the procedure of Article 7. Article 7 is the article in the treaty talking about the possibility of going to penalties at the end of all the process, when we discover that in the member state there are systematic violation and recurring violation of the fundamental rights. Before I was giving you the list of the different mechanisms that are in existence, we talked about the agencies. Second point is Justice Dashboard for the European semester. What is this?
The European Union in 2014 created what is now called the European semester. It's a cycle where in the first 6 months of the year, you have works of political, economical, budgetary coordination inside the European community within the governance of Europe. This semester leads to the implementation of different structural reforms in the respect of the rights of the European Union. And in this European semester, and during this semester, there are recommendations presented under as reports proposed by the Commission and then adopted by the Council. Among the structural reforms, there are the right to justice, but the question that we ask ourselves tonight is that among these, there are reforms to the legal system and the justice system that have been evaluated by the Board of Justice, and that is based on three main characteristics, mainly independence and impartiality of the judges, quality and efficacy of the justice in the member state. Following these elements, the state proposed a recommendation to lead to structural reforms to allow for the respect of the value contained in the treaty. As I was saying, the agency, the dashboard, and then the mechanism of cooperation and verification. This mechanism, it is peculiarly for Romania and Bulgaria, because before you adhere to European Union, you have to accept what we call the communitary agreement. So all the primary rules, regulation, directive, and so on and so forth, but also all that builds the law, the system of law of the European Union. And in Romania and Bulgaria, these two countries had still some gaps in the reform of the justice system, especially against organized crime, at least for Bulgaria. And these gaps could make it difficult for the state to be able to adhere to the European Union, because the European law would have been difficult to be implemented in the country. And this is the reason why they adopted this mechanism of cooperation and verification that has been implemented by a decision of the Commission in 2006, together with its two member states. And this mechanism, it is not a mechanism that bash the states, but instead of that, it helped them to solve their lack and their gaps, and to monitor the evolution of the system. I think there were 4 criteria for Romania, 5 or 6 for Bulgaria. I do not know them by heart. I'm sorry about that. And this mechanism has been at the beginning of a question relative to the rule of law, but whilst these countries could not adhere with the rule of law, the European Union gave them their trust. They said, welcome to the European Union, and it will support you and help you with the future reforms. And this has become a matter for after they became part of the European Union. So I don't have any opinion for or against these countries, or Bulgaria or Romania, but the mechanisms that has been implemented to improve
the level of these countries in terms of fundamental rights can lead us to the question of the respect of these values. And quite symbolically, the signal that has been given is to say that the notion of rule of law is not that paramount to be able to join the European Union. And this is a difficulty, of course. This mechanism is still implemented for Romania and Bulgaria. France thought recently that it was too soon to stop this mechanism and that we should maintain it for some time yet to attain completely the objectives in these two countries. There, we can criticize this decision, of course. Of course, there is a political and a legal debate on this. Nothing justifies that a country should impose its truth to other countries, because Bulgaria and Romania are as sovereign as any other state in the Union. And so it is a work with the country to make them understand, and anybody can express themselves on the necessity, the reality, the sovereignty, and instead of hiding oneself behind the gaps and the lacks. And we need to work on the respect of fundamental rights and on the fact that in order to join the European Union, you need to respect the European Union rights and laws. Now, to reinforce the rule of law, this is a new framework that has been implemented and it relies mainly on dialogue, because it is before the justice action. Viviane Reding, former Justice European Commissioner, announced a crisis of the rule of law, and this crisis would reveal some systemic problems on the operation and functioning of European institution, and would lead to a deterioration of the European Union. The European Commission and its president, Mr. Juncker, at the time, was in charge of this question relative to the rule of law, and facing more and more attacks. This European Commission used a pre-dispute approach, and starting in 2014, they proposed a new framework to reinforce the rule of law with the objective to make the article number 2 operational. This article was so broad and so inapplicable in its state, because it was too general. That is not sufficient to find any kind of responsibility and to tell to state and to say to a state, you are going to against the fundamental rights, so we will have a dispute in the court. Would it be possible to speak a little bit slowly for the interpreters? Thank you very much. Thank you. So this tool, I am really sorry for the interpreters. It is true that it is really difficult, and I'd like to thank them very much. It's a really difficult work. I've worked for some years in the Justice Court, and I've seen interpreters doing a really difficult work and being able to translate simultaneously legal text. So I'd like to thank them for their work and congratulate them. And I'll make an effort to speak slowly. So this mechanism
pre-dispute, it's a warning mechanism. So we warn and we say, attention there, what you're doing is not good. You're going against fundamental rights. We have to start a discussion around this, and this discussion must be carried out on 3 steps. The first one is an assessment. In this first step, we will the Commission will assess the truthfulness of this attack to the fundamental rights. So the assessment phase, then a recommendation phase. Once that we have assessed the problem, we say there's a problem here, there, and there, and the Commission on a second step will create some recommendation. And once these recommendations are issued, the state normally should implement them, and we enter on a 3rd phase, which is the follow-up. And in this 3rd step, Commission controls and follows up, as I said, that the state implements the recommendation that they have issued. Now, let me divert on that. The mechanism of discussion does not cover all the breaches and threatens to rule of law. The focus is mainly on the breaching of rules prescribed by the treaty. The activation of this dialogue mechanism has been done just once in 2016 in July by Poland. The Commission used this mechanism in 2016 with Poland. There was a discussion about the reform that the country had engaged, and more precisely reforms related to the constitutional constitutional court in Poland, especially concerning radio and TV. In July 2017, the Commission decided to formalize an opinion, to set out an opinion, and to assess the situation that the Commission observed in Poland. So there was the first step of the process. Then there was a second step, that was the issue of the opinion. So the demand was made to respect some recommendations. And so as a result, Poland had to abide by, to follow these recommendations. Then the European Parliament equally adopted several resolutions. I'm not going into detail in that, but these resolutions were about the encountered difficulties, faced difficulties. In 2016 or 17, I can't remember, the European Parliament said that the EU had to be vigilant on the respect of human fundamental rights. And more recently, I think it was in November 2020, the European Parliament issued another resolution about the right of abortion in Poland. And in this resolution, there are some criticism against the situation in Poland, and there is no diplomatic language in that resolution. So the criticisms are quite harsh against Poland when it comes to courts and women's rights. So quite a hard criticism against Poland. Not Poland as
as a country, but against the government, especially because of the restrictions that do not enable women to go to have access to health services when they decide to do abortion. And then another issue concerning the fact that the EU did not join the Convention on Human Rights, and then mechanisms of sanctions. The mechanisms of sanctions was used by Emmanuel Barroso, former president of the European Commission. There is a specific article about that. According to Mr. Barroso, this is about a nuclear option, because this article has two sides. I'm not going to read the article because it is really technical, it is really complicated. I don't want to be too cruel against interpreters, even though I'm sure that they are really experienced and they know what I'm talking about. But it would be impossible to interpret what I would say if I read the article. So the article number 7 has two sides. There is one side that is about prevention that could be used in case of a clear, evident violation of human rights in a country. So prevention that could be triggered when there is a clear, evident risk of breaching of human rights in a member state. And then there is another side that is sanction, condemnation. So a punishment. The court actually punishes, but so I would say more a form of repression. This side has repression measures. And this mechanism can be triggered when there is a permanent threat to values prescribed by Article number 2. The preventive side and the repressive sides, when they are triggered, they have to be checked. So it means that a check needs to be made if these values have really been breached. The Council can make a decision and temporarily suspend and pause the voting rights in the institutions of that country. This process is really, really long. That is why it is really complicated to use this mechanism. Then this Article 7 was criticized by the French, by France, because there is no intermediary step that would enable to have a gradual approach. At the moment, if the process is not triggered, if the mechanism is not triggered, because you have Article 7 today, enabling to temporarily stop the voting rights of that country. So it means that it can happen that a procedure is not triggered or nothing happens. But you need to bear in mind that when you trigger this procedure, you are taking action against a country, Poland, Malta, and so on and so forth. But against this measure, there is a people. So citizens of the EU, you are also acting against them, the Poles, the Maltese, and so on and so forth. And so actually the purpose of this mechanism is to have, to attack, let's say, the government of those countries, but the impact is perceived by citizens of that country. So there are side effects. You need to make sure that people of that country suffer from a policy that is implemented by a country. For example, a sanction could be that the program is suspended in that country.
support, some grants are temporarily suspended in that country. And as a result, the impact is really felt by the citizens of that country. So Article 7 is really hard to be implemented, to be triggered. The procedures is hard to be triggered from a legal point of view, but especially because of political and diplomatic repercussions. However, there are some limits to Article 7. Today, Article 7 has been used against two countries. You already know it, Poland and Hungary, but Article number 7, this mechanism has been triggered, but it is at the moment in a stalemate, so nothing happened in the end. I don't want to go too much into detail, but Article 7 has been triggered in different ways for Poland and Hungary. Now, speaking about the limits of this article, and especially the fact that some actions can be imposed, sanctions imposed to countries, well, there are some legal actions on top of that, there are some legal actions that result from interpretation of the Court of Justice, validated by the Court of Justice. And these measures are provided by the treaties, and the interpretation is provided by the Court of Justice. It is a tool used for breaching of agreements. It's a remedy for breaching of agreements. So it is this mechanism is provided, is prescribed by the Constitutional Treaty. The Treaty on the Functioning of the EU is a treaty that, as its name says, it's about the functioning, how the European Union works. So it is about freedom of movement, freedom of settlement, freedom of capitals, freedom. There is another. So there are other freedoms. So this specific measure that is called infringement proceedings has different, is about the different powers that can be used by the court and the different states. So infringement proceedings can be used in those countries. The infringement proceedings means that if a member state makes a decision against the fundamental rights, for example, it bans other European citizens from entering in the country, so in its territory, or freedom of movement is not permitted, so border controls are reintroduced, it means that the infringement proceedings can be used. Then what happens next? There is a first step, so to assess the situation, then a second step based on discussion. So there is a verification of breaching of the treaty, and if that is the case, the state can be condemned. This proceedings, infringement proceedings, can be activated, can be triggered by the European Commission. Actually, the European Commission, that is the watchdog of the European institutions, has extended the reasons that can, the cases in which infringement proceedings, for example, lack of respect of European policies. So this mechanism can also be triggered in cases of breaching of rule of law. In 2017, the Commission
took actions against Poland in a case related to justice. I think it was in June 2019. The court condemned Poland twice because there were two legislations being passed by Poland, and it was a rule against the retirement of judges in Poland from ordinary courts and Supreme Court. Then there was a second condemnation for another infringement proceedings against Poland. It was a case against the composition of the disciplinary court in 2020. There was an urgent measure of the Court of Justice, so a temporary measure to suspend the activity of that country because Poland did not respect a decision of some decisions of the EU. These are just some examples. Then there is another example of Poland. Poland was condemned by the Court of Justice because it did not respect its legal obligation for the relocation of asylum seekers. I think it was in the framework of the 2015 temporary relocation of refugees. And then there was also condemnation of Hungary because the government had received foreign capitals. Then there was another one related to higher education in Hungary. When a state is condemned, I said it, but I will say it again. The decision is made by the Court of Justice. So there was, for example, a decision against Poland, and normally it is an urgent decision. The same was done for Hungary. And so the Commission, watchdog of treaties, who has to make sure that this decision is correctly implemented. And if that is not the case, there are some financial sanctions imposed against the state that has been condemned. Triggering an action in responsibility, or rather triggering an infringement proceedings against the state, requires an obligation. There is the obligation to identify and verify a breaching of the state. So a breaching of a precise legislation of the EU. And this part is hard. Sometimes there are situations that are really worrying because there are some situations that are not really covered by the application field of the EU. So there is no specific breaching of a legislation. So there is no possibility to take action, because in order to take action against the state, a breaching has to be. C'est plus vicieux. Vous avez des situations où la disposition juridique européenne n'est pas violée, mais où l'État, dans les politiques mises en œuvre, peut présenter une menace systémique pour l'État de droit, peut présenter une menace aux valeurs prévues dans le traité, à l'article 2 notamment, puisque celui-ci étant écrit et rédigé en termes trop généraux, ce n'est pas suffisant pour pouvoir rechercher une responsabilité de l'État, en tout cas dans certaines situations. De sorte que on arrive à ce constat qu'il n'existe pas finalement de dispositif systémique pour répondre à une menace systémique. C'est en ce sens que, et c'est pourquoi d'ailleurs, face à cette situation où effectivement il n'existe pas de violation du droit, mais
il existe une menace réelle sur les valeurs, il y a une forme de pression, il y a un environnement qui pose question, et c'est en ce sens que la Cour de justice de l'Union européenne, elle peut constituer, et elle constitue finalement le dernier rempart dans la protection des droits fondamentaux. Alors, cela dit, là je reprendrai et je ferai mien les propos de M. Bonichot. M. Bonichot, c'est le juge français à la Cour de justice de l'Union européenne, qui précise que même si la Cour de justice est devenue ce rempart pour la protection des droits fondamentaux, la Cour de justice n'est pas devenue une Cour des droits de l'homme. Ce n'est pas la mission qui lui est confiée, et ce n'est pas parce que la Charte des droits fondamentaux existe que la Cour de justice serait devenue justement une Cour des droits de l'homme. Le travail de la Cour de justice de l'Union européenne se borne finalement à appliquer les textes européens, indirectement, effectivement, dans le respect, puisque ce droit européen, il est fondé, c'est pas, quand je vous parlais d'état de droit et de respect de l'état de droit, c'est le respect du droit, et ce n'est pas n'importe quel droit, c'est le droit qui répond aux droits fondamentaux. Et c'est ça le travail de la Cour de justice, c'est d'appliquer le droit de l'Union européenne, et ce droit de l'Union européenne qui est conforme aux droits fondamentaux. Mais ce n'est pas un travail qui est celui, en comparaison, de la Cour européenne des droits de l'homme, qui, elle, applique la Convention européenne des droits de l'homme et qui ne porte que sur la protection des droits fondamentaux et des libertés fondamentales. Ce que je peux dire, c'est que donc d'un point de vue formel, un état de droit, c'est un état qui agit au moyen du droit et qui se soumet à ce dernier, que d'un point de vue matériel, l'état de droit ne doit pas se soumettre, comme je vous le disais à l'instant, à n'importe quel droit, mais à un droit qui est protecteur des droits fondamentaux. Voilà pour ce point-là. Je vais essayer d'avancer pour essayer de terminer. Ça va être un peu compliqué, je m'excuse pour le retard. Vous avez donc depuis peu, suite à une proposition du Parlement européen, un mécanisme approfondi pour la démocratie, l'état de droit et les droits fondamentaux, et donc la création de ce mécanisme, donc à l'initiative du Parlement européen à la Commission européenne. Là aussi, je vais aller très vite, n'est pas très effectif, puisque la Commission européenne s'est vue relancée par le Parlement européen pour mettre en œuvre ce mécanisme. Il a réitéré ses positions, le Parlement, je parle, a réitéré ses positions en 2018 sur le besoin d'un tel mécanisme, en soulignant notamment que c'était effectivement très urgent, et le Parlement européen donc, a invité la Commission, invite le Conseil, notamment pour adopter un pacte de l'Union pour la démocratie, l'état de droit et les droits fondamentaux. Vous avez donc d'autres mécanismes qui sont pas inintéressants. C'est le cycle d'examen de l'état de droit, donc qui répond un petit peu à ce que je vous disais tout à l'heure sur les mécanismes existants aux outils de veille pour vérifier donc l'état de respect du droit par les États membres. C'est le rapport annuel donc, sur la situation de l'état de droit dans l'Union européenne. Ça, c'est un cycle d'examen de l'état de droit que présente la Commission européenne. Donc, un rapport annuel présenté chaque année par la Commission européenne sur le respect de l'état de droit par les États membres. Vous avez d'autres fondements juridiques, notamment donc, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. J'en ai pas beaucoup parlé, j'en parlerai. Je vais en parler un petit peu ici, qui est un potentiel à exploiter. C'est comment dire, c'est une charte donc, qui prévoit donc, les droits fondamentaux comme son nom l'indique, et pour laquelle donc, le Parlement européen a déjà demandé une actualisation de toute urgence, donc pas de la charte, mais en tout cas de la stratégie de la Commission européenne en 2010, j'en ai déjà fait état tout à l'heure, pour actualiser cette charte au défi d'aujourd'hui, c'est-à-dire notamment la violation, en tout cas la question de la violation des droits fondamentaux. Si ce n'est pas la violation des droits fondamentaux, c'est la question de la violation par certains États des valeurs prévues par le traité.
et donc d'adapter les outils juridiques à cette actualité qui renvoie finalement à des propos populistes qui décrédibilisent l'Union européenne et qui mettent finalement en difficulté tout l'édifice européen, notamment pour ce qui concerne la protection des droits fondamentaux. Donc vous avez d'autres dispositions, enfin pas dispositions, vous avez d'autres outils comme le plan d'action pour la démocratie européenne, et vous avez donc un nouveau dispositif, c'est sur celui-ci que je vais quasi conclure mon propos. C'est un dispositif donc, de portée financière, c'est l'outil peut-être j'allais dire efficace, mais qui, moi, me pose question. C'est l'outil dispositif de portée financière, c'est celui de conditionner les fonds structurels dont je vous faisais état tout à l'heure, les aides aux États, selon le respect de l'état de droit. Comme je vous disais il y a quelques minutes, le fait de conditionner l'attribution de fonds structurels aux États impactera les citoyens. En miroir ou en réponse, on peut considérer aussi que dans ces États, où peut se poser la question de manœuvres illégales, de manœuvres frauduleuses pour détourner ces fonds, puisqu'il y a des procédures en cours, de toute façon, ne pourront pas être attribués ces fonds structurels, du fait de l'existence de comportements en violation de la loi, ne pourront pas aller aux véritables destinataires. Donc, la question se pose, la question donc, de la conditionnalité de l'état de droit pour bénéficier de ces fonds structurels se pose, mais elle se pose quand même avec difficulté, compte tenu de l'incidence que cela peut avoir donc, sur les citoyens de l'Union européenne. Alors, vous avez sur ce point, vous le savez, il y a un compromis qui est intervenu en 2019 entre le Parlement européen et le Conseil, justement sur ce mécanisme de conditionnalité. Ce mécanisme donc doit être déclenché en cas de violation des principes de l'état de droit. Il faut que les cas de violation cités donc, doivent être larges, doivent inclure l'indépendance de la justice, ils doivent inclure le défaut de correction des décisions arbitraires ou illégales. Ces violations doivent concerner la limitation, le fait de ne pas pouvoir accéder au juge. Comment vous dire, voilà pour quelques éléments, et la Pologne et la Hongrie ont estimé que ce compromis donc du mois de novembre 2020 n'était pas conforme au précédent Conseil européen, donc là on reste un petit peu dans la politique, et finalement pour essayer de débloquer cette situation politique entre tous les États membres, et notamment avec la position de résistance de la Hongrie et de la Pologne, c'est l'Allemagne, hein, si je me rappelle bien, qui avait fait une déclaration interprétative pour essayer de calmer le débat et permettre donc d'avancer sur l'adoption notamment des budgets. Ces conclusions, les dernières conclusions donc, du Conseil européen donc, du mois de décembre de 2020, elles ont reçu une valeur normative dans un règlement de 2020, donc décembre 2020, 16 décembre 2020 précisément, et c'est ce règlement de 2020 qui définit pour la première fois, et là on a une nouvelle base juridique qui n'est pas inintéressante, qui définit pour la première fois ce qu'est un état de droit. Alors, je vais vous lire l'article parce que c'est quand même intéressant. Cette notion d'état de droit prévue dans le règlement, elle concerne donc le principe de légalité, donc au sens de loi, donc principe de légalité. Et ce principe de légalité, il suppose un processus législatif transparent, responsable, démocratique, pluraliste. Cet état de droit, il implique également le respect des principes de sécurité juridique,
Qu'est-ce que ça veut dire la sécurité juridique? Ça veut dire que le 6 mai 2021, on adopte une réglementation, et puis finalement, le 6 juin 2021, on adopte une réglementation complètement contraire, de sorte qu'on est dans une insécurité. Donc la sécurité juridique, c'est d'avoir une cohérence dans la réglementation et la législation. D'interdiction, donc l'état de droit, c'est aussi l'interdiction de l'arbitraire, du pouvoir exécutif, c'est la protection juridictionnelle effective, notamment par l'accès à la justice. Et cet accès à la justice, il doit être réalisé et assuré par des juridictions indépendantes et impartiales qui devront donc se prononcer sur les droits fondamentaux, sur la séparation des pouvoirs, la non-discrimination, l'égalité devant la loi. Je termine rapidement avec le dernier point. Vous allez me dire, mais finalement, bon, il y a tous ces outils. On a bien compris que l'état de droit, c'est le respect du droit. On a bien compris que le droit, c'est pas n'importe quel droit, ce sont les droits fondamentaux. Très bien, donc tout ça, c'est très beau. C'est très beau parce que dans le traité, effectivement, il existe des outils, mais ce sont des outils finalement qui sont inefficaces. On retient également que nous avons des institutions, Parlement, Commission européenne. Alors, on a d'un côté un Parlement européen qui s'agite, qui s'excite, qui s'énerve, mais finalement qui n'adopte que des résolutions, qui n'a aucune force contraignante. On a une commission qui, en qualité de gardienne des traités, essaye en tout cas de discuter et, dans certains cas, se trouve dans l'obligation de saisir la Cour de justice, et c'est la Cour de justice qui doit trancher effectivement la réalité d'une violation qui peut être constatée. Et en vous disant tout cela, et en vous ayant rappelé cette notion d'état de droit, on peut se poser la question, mais qui contrôle, puisqu'on doit contrôler les États, on doit contrôler les actes des États membres pour qu'ils soient conformes aux droits fondamentaux, mais finalement, qui contrôle les actes de l'Union européenne? Alors, ces actes-là, ils sont contrôlés par la Cour de justice, par le biais du renvoi en appréciation de validité, question préjudicielle en appréciation de validité. Donc, ce contrôle, il existe. L'état de droit de l'Union européenne, il est réel. Mais qu'en est-il du respect de l'état de droit concernant les droits fondamentaux? Alors là aussi, on pourra me poser la critique, dire mais non, mais on a des outils, on a la jurisprudence, on a la Charte des droits fondamentaux, on a les traités, certes, mais les droits fondamentaux, ils sont aussi appréciés et jugés par la Cour européenne. Pourquoi l'Union européenne, puisqu'elle a une personnalité juridique et qu'elle peut adhérer à la Convention européenne des droits de l'homme, ce qui serait un signal très fort pour les États membres, puisque vous le savez, ou vous ne le savez pas, mais en tout cas je vais vous le dire, pour adhérer à l'Union européenne, je vous parlais tout à l'heure de l'acquis communautaire, ça veut dire que tous les États membres de l'Union européenne doivent être également membres de la Convention européenne des droits de l'homme. L'Union européenne est en capacité juridique d'adhérer à cette convention, pourquoi ne le fait-elle pas? Elle ne le fait pas peut-être parce que cela pose une question, là aussi, d'indépendance des juges. Puisque l'adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne des droits de l'homme pourrait aboutir finalement à contrôler les décisions des juges de l'Union européenne par les juges du Conseil de l'Europe. Et donc, c'est toute la question de l'indépendance des juges qui est posée. Et c'est sur ce point que je termine mon propos et m'excuse pour le retard que j'ai pris sur mon intervention, en vous remerciant. Merci Stéphane pour cet exposé très intéressant. Peut-être y a-t-il des questions? Oui, merci oui, pour l'exposé. Je voulais juste d'ailleurs rebondir sur ce que vous disiez sur la Pologne, en attendant que des questions se présentent. Ah, j'en vois une. Alors, elle est un peu longue, donc mais je vais finir ce que j'allais entamer de dire. C'est que la Cour de justice de l'Union européenne a juste avant juste avant que la conférence commence, à propos de la Pologne et de cette réforme sur les juges, a estimé évidemment que c'était pas une réglementation conforme, enfin une réforme conforme au droit et aux valeurs de l'Union européenne. Donc c'était juste pour implémenter, enfin rajouter ceci à vos propos. Effectivement, la difficulté que nous avons, et c'est vrai que
quand on parle de la Pologne, quand on parle de la Hongrie, quand on parle de la Bulgarie, de Malte, parce que bon, et Malte aussi a rencontré des difficultés suite à l'assassinat d'une journaliste, effectivement, c'est des discours, il n'y a pas de passion, c'est pas contre ces pays, les choses soient claires, c'est pas contre les citoyens hongrois, c'est pas contre les Polonais, c'est pas contre les Maltais, c'est contre une situation ciblée, c'est contre un système, mais un système qui est susceptible, quand je dis de porter atteinte aux droits de l'Union européenne. Vous n'avez pas d'un côté l'Union européenne et d'un côté vous avez la Hongrie, vous avez Malte, vous avez ces États-là. Ces États-là, ils sont dans l'Union européenne. Et donc, ces États, quand on dit qu'ils violent le droit européen, mais c'est aussi par rapport au peuple, à leur propre peuple. C'est ça aussi qu'il faut mettre en perspective. Voilà. Je réponds à vos questions, excusez-moi. Oui. Donc je vois que c'était un commentaire plus sur sur la forme, donc c'était pas vraiment une question. Du coup, je vais poursuivre peut-être avec l'actualité aussi sur le plan de relance, mais toujours avec cette histoire de Pologne, de Hongrie, de respect de l'état de droit. Est-ce que vous ne pensez pas que la clé un petit peu à tous ces problèmes, c'est que les valeurs, enfin en tout cas le respect des valeurs dans n'importe quel acte que passe l'Union européenne, ne soit pas soumis au vote à l'unanimité, puisqu'au finalement, on a vu que le veto, que ce soit polonais ou hongrois, a quasiment bloqué le plan de relance, par exemple, récemment. Alors, ça me pose difficulté ce que vous me dites, parce que dire que ce n'est pas l'unanimité, c'est pour moi une insulte faite aux États et à leur souveraineté, à leur pouvoir de décision. Alors, je ne veux pas faire le propos des gouvernants polonais et hongrois, je ne suis pas dans cette mouvance politique, ce ne sont pas mes idées. Je parle simplement qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas une fédération d'États, nous sommes des États souverains, nous sommes tous égaux, et que si nous appliquons ce type de dispositif en disant toi on va te retirer le droit de vote parce que tu nous poses des difficultés, on t'écarte, on ne veut pas de toi, ça questionne, ça interroge et ça doit interroger sur la réalité du respect de l'état de droit par nous-mêmes, la France, l'Italie, l'Union européenne en tant que telle. Donc cette question de l'unanimité, elle est très compliquée, mais elle est aussi compliquée dans d'autres domaines. Je pense si on doit sortir de droits fondamentaux en termes de fiscalité, c'est catastrophique. On pourrait faire des avancées extraordinaires en termes de fiscalité. On a cette règle de l'unanimité, c'est très compliqué. Mais c'est le jeu diplomatique, c'est le jeu de l'égalité des États. Voilà, j'ai du mal aujourd'hui, en tout cas dans le format politique, juridique, structurel de l'Union européenne, d'accepter que tel État soit moins bien traité qu'un autre. Un État doit être traité comme tout autre État membre. Si maintenant un État manque à ses obligations, il doit en répondre devant la justice. C'est comme un citoyen. Tous les citoyens sont libres et égaux. Chacun doit voir ses droits respectés. Et si effectivement, à un moment donné, on est en dehors des clous, on viole le droit, bah à ce moment-là, on doit en répondre devant la justice. C'est le cas avec les recours en manquement contre la Hongrie, contre la Pologne. Et effectivement, après, il faut prendre des mesures. Mais après, c'est de prendre des mesures plus fortes. Alors peut-être que la question qui se pose, c'est est-ce qu'on doit aller plus loin? Est-ce qu'on doit aller jusqu'à l'exclusion des États? Là aussi, je ne suis pas convaincu, parce que quand on voit le fiasco du Brexit et les difficultés, enfin, je ne vais pas parler de fiasco parce que l'Europe, enfin en tout cas l'Union européenne a fait un travail remarquable dans la gestion du Brexit, mais quand on voit toute la complexité que cela comporte, mais là aussi, je veux dire, il ne suffit pas de dire, bah, toi, tu ne respectes pas telle et telle norme, là aussi, on va t'exclure. Ce n'est pas ça la volonté, l'objectif de l'Union européenne. C'est de permettre à tous les citoyens, par un effet de levier, de garantir une base, un socle minimum de droits fondamentaux. Et comment on garantit ce socle minimum de droits fondamentaux? Ben, c'est aussi par le biais des fonds structurels, c'est le fait de donner des aides par de la solidarité financière, de répartir des aides et de combler des diversités géographiques pour des activités dans certains pays, par l'éducation, par l'économie, par l'emploi, etc. etc. Voilà, pardon, je m'emporte, mais si vous avez d'autres questions. Non, je vous remercie pour votre réponse, c'était très, très, très intéressant point de vue. C'est vrai que
Bon, c'est souvent ce qu'on entend, hein, que le vote à l'unanimité, bon, c'est vrai que ça fait respecter le droit de tout le monde, mais quand la majorité, en tout cas, veut aller dans une position et qu'un seul État bloque, c'est vrai que ça pose aussi problème pour ceux qui veulent aller de l'avant. Donc, faire une Europe à géométrie variable, c'est déjà le cas. Hein. Mhm. On l'a vu avec l'euro, on l'a vu avec d'autres politiques européennes. Mais là aussi, quelle Union européenne, si on commence à faire une géométrie variable dans diverses politiques, et il n'y a pas de géométrie variable, enfin, en tout cas, il n'y a pas de discussion, à mon sens, hein, mais ça, c'est l'avocat qui parle, il n'y a pas de discussion possible en termes de protection des droits fondamentaux. Tout le monde doit être traité de la même manière. Le socle, on a un socle de base minimum, et ce socle doit être, voilà, si les États veulent prendre des mesures supplémentaires, complémentaires, qui protègent mieux les droits fondamentaux, tant mieux, mais on ne peut pas aller en dessous de ce socle minimum. Ce n'est pas possible. Et l'état de droit, à mon sens, c'est sur ce point-là que doit, enfin, pas que doit, puisqu'elle le fait déjà, hein, mais c'est là-dessus que travaille la Commission européenne au quotidien. C'est vrai, je vous remercie. Je vois qu'il y a une question aussi dans le chat, donc je vais l'aborder. Donc, comment est-ce que la Cour de justice de l'Union européenne justifie la non-adhésion de l'Union européenne à la CEDH? Excusez-moi, j'ai pas compris. Ah, je revenais, pardon, sur la question dans le chat, sur un spectateur, je n'ai pas son nom, qui vous demande comment est-ce que la Cour de justice de l'Union européenne justifie la non-adhésion de l'Union européenne à la CEDH sur la base de son indépendance, alors que cela ne posait aucune difficulté lorsqu'il s'agissait de contrôler le droit national au droit de l'Union européenne en l'imposant aux juges nationaux. Alors, vous avez des avis, il y a un avis de 1994, hein, donc en 1994, qui avait été rendu, qui avait été posé donc, à la Cour de justice sur la question de l'adhésion à la Convention européenne des droits de l'homme, étant précisé que ce n'est que depuis 2009 que l'Union européenne a la personnalité juridique, c'est-à-dire que comme vous et moi, elle peut effectivement s'engager dans des contrats internationaux, donc je pense aux accords de commerce Canada, Chine, Japon, entre autres, et pourrait aussi s'engager sur le volet Convention européenne des droits de l'homme. Alors, j'ai plus la motivation en tête. Moi, je vous parlais effectivement de la question de l'indépendance, mais maintenant, la réflexion que je pose, c'est de vérifier donc cette question par rapport à la construction des droits de l'homme par la Cour de justice de l'Union européenne. Et que dès l'origine, les communautés européennes, c'est une construction qui est de nature strictement économique, elle n'est devenue politique sur le tard. Et la question des droits fondamentaux a toujours été présente dans l'esprit des juges, comme je l'ai rapidement évoqué dans mon intervention, et que cette protection des droits fondamentaux, c'est d'abord des renvois à des considérants, c'est des renvois par la suite aux actes existants, c'est la protection effective par la jurisprudence donc, de ces droits fondamentaux, mais le traité sur l'Union européenne, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne n'est pas un traité sur les droits fondamentaux, c'est un traité économique. Donc là aussi, dans la balance, la question se pose. La question se pose effectivement puisque les juges européens sont respectueux des droits fondamentaux, renvoient d'ailleurs à la Convention européenne des droits de l'homme, quand je parlais tout à l'heure des instruments juridiques. Et la question de la non-adhésion, à mon sens, aujourd'hui, maintenant, je vais arrêter de tourner autour de la question, les réponses qui sont faites, pour moi, ce sont des réponses qui sont effectivement des réponses d'opportunité, des réponses politiques, parce que trop sensibles, parce qu'elles engagent les États aussi indirectement, et qu'on ne veut pas finalement... mais ça, c'est mon ressenti personnel. Hein. Peut-être que vous posez la question à des juges à la Cour de justice, ils auront un autre discours. Mais c'est effectivement se dire, ben non, Cour de justice de l'Union européenne, on est une juridiction suprême, on ne va pas se soumettre à une autre juridiction. Et d'ailleurs, on n'est pas sur le même champ d'application matérielle des traités. Ben oui, mais si, maintenant, on est sur le même champ d'application matérielle puisqu'on a adhéré. Voilà, à mon sens, aujourd'hui, la volonté, quelle que soit l'argumentation posée, mais là, c'est encore la position d'avocat qui parle, hein, et personnelle, c'est qu'effectivement, il y a la question donc, de l'indépendance des juges,
de la volonté de ne pas se soumettre à une autre juridiction. Maintenant, est-ce que ça me pose difficulté sur la notion du respect de l'état de droit? Absolument pas, puisque la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne est très effective sur cette question de protection des droits fondamentaux. Et si je dois adresser d'ailleurs une critique, je me permets, puisque le propos est libre, la Cour européenne des droits de l'homme a développé une très belle jurisprudence sur le recours juridictionnel effectif, mais qui permet donc d'accéder, qui permet aux citoyens d'accéder aux juges, mais je ne vous cache pas les difficultés les plus insurmontables et les plus difficiles pour accéder à la Cour européenne, à la Cour européenne des droits de l'homme, alors qu'il est quand même, je dirais pas plus facile, mais si quand même plus facile d'accéder à la Cour de justice. Donc, je ne vais pas dire que c'est une position tarte à la crème de la Cour européenne des droits de l'homme, puisque effectivement, elle a développé de très beaux principes sur l'accès à la justice, mais son accès à cette juridiction-là est très difficile, alors que l'accès à la Cour de justice de l'Union européenne est quand même beaucoup plus simple, étant rappelé que les juges de droit commun, les juges français, les juges italiens, les juges espagnols, les juges hongrois, les juges polonais, ce sont les juges de droit commun du droit de l'Union européenne. C'est eux qui appliquent au quotidien le droit de l'Union européenne, et c'est finalement par le biais de certains recours particuliers qu'on peut saisir ces juridictions suprêmes. Voilà, je referme ma parenthèse et je réponds à la fin. Alors, je vous remercie de la part de la personne qui a posé la question. Une autre question qui est plus un commentaire, mais qui va peut-être vous faire réagir, mais ça rejoint un peu ce que vous disiez auparavant, c'est sur les sanctions financières qui semblent être la seule mesure efficace, mais comme vous disiez, qui sanctionnent également les citoyens qui peuvent agir démocratiquement par leur vote. Mais bon, c'est... Disons que je pense, hein, je ne suis pas dans les arcanes du pouvoir, je ne suis pas dans la dimension politique et dans les couloirs institutionnels et ni des États ni des institutions européennes, et d'ailleurs à regret, je dois l'avouer, parce que c'est passionnant, mais bon, on ne peut pas tout faire dans la vie. Mais je pense qu'on est parti parce que les États membres sont dans une dynamique où on se dit, bah, on a un projet commun, c'est comme un contrat de mariage quelque part. On a un projet commun, on partage les mêmes idées, les mêmes valeurs, on va s'engager, après on va développer différentes politiques. Et je pense qu'au début, on a fixé ces grands principes, mais on ne s'attendait pas au Brexit, on ne s'attendait pas aux atteintes faites aux valeurs. On se dit, bon, c'est dans le texte, mais finalement, on se dit, non, mais il n'y a pas besoin, c'était tellement impensable qu'on puisse porter atteinte à ce tel niveau, en tout cas, aux valeurs de l'Union européenne, que les dispositions n'ont pas été prises comme elles auraient dû l'être. Mais il y a cette... Excusez-moi, je vais faire un peu de ce qu'on appelle de culture confiture. Il y a cette phrase de Jean Giraudoux dans La guerre de Troie n'aura pas lieu, le livre La guerre de Troie n'aura pas lieu. Jamais poète n'a interprété aussi librement la nature qu'un juriste la réalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est juriste, même si on a un texte, un traité en l'occurrence, eh bien, on peut l'interpréter, ou en tout cas essayer de lui donner une interprétation qui permette effectivement d'aboutir à une vérité. Il n'y a pas de vérité, il y a différentes vérités. Il y a un texte qui est posé, qui pose diverses possibilités d'interprétation, et après, tout est question d'interprétation. Et si, effectivement, on a beaucoup d'outils, mais qu'on n'a pas de mécanisme, et je ne veux pas parler de vide juridique parce que le vide juridique n'existe pas, pour moi c'est une aberration conceptuelle, nous avons des outils, tout est question après d'interprétation et de mise en œuvre. Voilà pour répondre à la question. Très bien. Du coup, je vous remercie encore pour la réponse à la question. Et peut-être rapidement avant la fin de la conférence qui se termine, on a le timing de 1 minute, mais est-ce que c'est pas une aberration, j'allais dire, mais aussi cet aspect qu'à l'intérieur de l'Union européenne, on ne respecte pas l'état de droit, mais qu'on essaye en même temps de l'appliquer au reste du monde, d'en faire comme une valeur universelle, que ce soit dans notre politique je sais pas, de voisinage par exemple, essayer de l'imposer, alors que même à l'intérieur même de l'Union, ce n'est pas une valeur partagée totalement.
Oui, mais ça, c'est une critique qu'on peut faire à chaque État. Je veux dire, on est tous porteurs de valeurs, comme je l'explique tout à l'heure, avec le siècle des Lumières, on partage des idées philosophiques judéo-chrétiennes. Enfin, il y a tout un process civilisationnel derrière. Et j'allais dire, ça, c'est dans notre volonté de toujours de répandre la lumière sur nos voisins. Après, on n'a pas de vérité. Nous, ce qu'on voit, c'est que notre système est potentiellement protecteur. Je dis potentiellement parce que malheureusement, on constate que dans certains pays, ces valeurs ont une approche qui est différente. Mais ça relève, alors je ne dirais pas une aberration, mais c'est vrai que ça interroge un peu sur le paradoxe. Il y a un peu un paradoxe là-dessus. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas se battre au quotidien pour veiller au respect de ces valeurs. Et c'est un combat qui est quotidien, c'est un combat qui est continu, et il ne faut jamais s'endormir. Il faut avoir toujours un esprit de veille. Je parle au niveau européen, je parle aussi au niveau national. La question des libertés fondamentales, c'est une question qui est constante. Et qui reçoit d'ailleurs, quand vous voyez les réglementations diverses et variées, en tout cas au niveau national, vous avez le droit, il évolue en fonction de la société, parce que c'est le droit, c'est vivant, et c'est heureux. Ça prouve qu'on est en bonne santé, que c'est soumis au débat, et il faut être vigilant que les réformes, parce qu'effectivement, on est sous une inflation de lois qu'il est difficile d'appréhender dans la globalité, mais d'être toujours vigilant, malgré les nombreuses mesures qui sont adoptées, que ces mesures respectent le droit, les libertés fondamentales, et ça, c'est le travail de tout le monde. Oui, ça sera un très beau mot de la fin en tout cas. Donc je vous remercie pour cet éclaircissement encore une fois. Et je vais repasser la main à Claire peut-être pour conclure sur ce webinaire, sur cette conférence. Merci pour votre participation. Merci Stéphane pour cette intervention. Je vous rappelle que demain, nous organisons un atelier à 14 h sur la mobilité européenne et un webinaire à 16 h sur le pacte vert, le fameux Green Deal. Donc voilà, nous vous donnons rendez-vous demain. En attendant, je vous souhaite un excellent début de soirée et je vous dis à très bientôt. Bonsoir. Encore un grand merci pour votre passionnant. Merci à vous. Merci. Et bonne soirée à tous les participants. Merci. Merci à tous.